مشاهدينا الأعزاء، مساء الخير. في حصتكم آفاق لهذا العدد تستضيف السيد حسين مالطي، كان نائب نائب مدير عام شركة سوناتراك، من الأولين الذين دخلوا في شركة سوناتراك في خريف سنة 64. أسسوا هذه الشركة وأسسوا الصناعة البترولية في الجزائر، يعني يقدر هو من مؤسسي هذه الشركة. كان نائب رئيس الشركة الوطنية للبترول سوناتراك من سنة 72 إلى سنة 75، ثم مستشار أمين عام منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول من سنة 75 إلى سنة 77، ثم مدير عام الشركة العربية للخدمات البترولية من سنة حتى سنة 82 في العاصمة الليبية طرابلس. ومن ذلك التاريخ هو مستشار مستقل في مجال البترول، يعني سي ان كونسلتون انديبوندون دون الدومين دو بترول. السيد حسين مالطي كان الكتاب الأخير وهو إستوار سكريت دو بترول الجزائري، القصة السرية للبترول الجزائري. Pourquoi elle est secrète cette histoire؟ لماذا هي سرية هذا تاريخ البترول الجزائري؟ Tout simplement parce que ce que je raconte dans ce livre, c'est essentiellement des choses qui ne sont pas connues du grand public. C'est pour ça que je l'ai intitulé Histoire secrète du pétrole algérien. C'est tout, ça n'a pas plus de... Et واش خلاك تكتب هذا الكتاب؟ Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce livre? Ce qui m'a motivé, c'est que en 1954, quand la révolution a été déclenchée en Algérie, quel était le but de cette révolution? C'était non seulement l'indépendance, mais c'était au-delà de l'indépendance d'instaurer un État algérien démocratique et populaire tel que le nom officiel du pays l'est jusqu'à ce jour. Oui. Mais cependant, ce que l'on a constaté au fil des années, c'est que cette promesse de ceux qui ont déclenché la révolution n'a pas été tenue par ceux qui se sont accaparés du pouvoir par la suite. Et comme j'ai personnellement travaillé dans le domaine pétrolier pratiquement depuis que je suis sorti de l'université, donc depuis 1964, c'est un domaine que je connais très bien, que j'ai vu les choses, comment elles ont évolué en Algérie, comme je sais également que si l'on connaît l'histoire du pétrole algérien, on comprend automatiquement l'histoire avec un grand H de l'Algérie, tout au moins l'histoire contemporaine. Donc j'ai pensé qu'il était un peu de mon devoir de dire ce qui a été fait, et pourquoi les choses ont évolué de la manière dont elles ont évolué. En 1962, qu'est-ce que l'on pensait? On s'est dit, on est indépendant, on a un pays qui est riche en pétrole et en hydrocarbures d'une manière générale, et par conséquent, il va faire bon vivre dans ce pays. Or, malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous étiez plein d'espoir en 64 quand vous avez rejoint la Sonatrach? Ah ben, bien entendu, bien sûr. C'était quoi le climat des jeunes cadres qui venaient juste de sortir des universités وكانوا في الاستقلال كان عنده عامين، يعني كانت عندكم النية أنكم تبنيوا شركة وطنية للبترول ومنها تبنيوا بلاد يعني الجزائريين؟ Bien sûr. يعني on voulait d'abord et avant tout faire une carrière normale, comme tout le monde. Et puis, il y avait un défi à relever. Le pays sortait d'une guerre qui avait duré 7 ans, une guerre qui avait coûté des centaines de milliers de morts, qui avait coûté des milliards de destruction, et un pays qui n'avait rien, quoi. Donc, il fallait construire ce pays, et bon, chacun dans son secteur a essayé de travailler. Dans le secteur pétrolier, nous avons fait ce que nous avons pu faire dans ce domaine, et personnellement je suis très fier de ce que nous avons fait. Bien sûr. وهل المجال البترول والصناعة البترولية في الجزائر كي دخلت انتم في 64 كانت هناك يعني الشركات الفرنسية ما زالها تمارس الاكسبلوطاسيون كما شركة توتال et tout. Est-ce qu'il y avait une cohabitation entre vous les entreprises françaises ou... Le pétrole a été découvert en 1956 du temps de la colonisation française. Oui. Et l'État français, le gouvernement français, a tout de suite pris un certain nombre de mesures à ce moment-là pour que seules les compagnies françaises puissent exploiter ce pétrole. Et officiellement, ce qui était déclaré, c'est que toutes les compagnies du monde étaient les bienvenues. Il y a eu quelques compagnies américaines qui ont eu quelques
petit pourcentage de participation dans des champs pétroliers à droite et à gauche, mais je dirais que l'énorme majorité, peut-être 95% des propriétés pétrolières appartenaient à des compagnies françaises. Et donc en 62, à l'indépendance, il n'y avait que des compagnies françaises. Et donc pendant quelques années, 2-3 ans, jusqu'à la création de la Sonatrach, il n'y avait que les compagnies françaises. Et on en parlera peut-être après, comment à Evian, toutes les dispositions qui ont été prises pour l'exploitation de ce pétrole. Donc effectivement, il n'y avait que des compagnies françaises à l'indépendance. Et من 62 حتى 64 يعني الحكومة الجزائرية والدولة الجزائرية ما كانت عندها حتى دخل يعني الدخل المادي يعني est-ce qu'il y avait une rente ou si il payait quoi? Il payait la taxe. L'impôt sur les bénéfices, une société qui exploite, qui a une activité professionnelle et qui paye des impôts sur les bénéfices. Mais l'exploitation en elle-même, l'État algérien n'en tirait aucun bénéfice. Aucune. L'État algérien n'était pas présent. L'État algérien était présent en tant que percepteur d'impôts. Il recevait les impôts et ces impôts étaient basés sur des déclarations que faisaient les sociétés elles-mêmes. Qu'il était impossible de vérifier. Elles-mêmes, voilà à quel prix nous avons vendu notre pétrole, voilà ce que nous avons produit et par conséquent, nous vous devons tant. وهذه الحالة elle a duré jusqu'à quand? Cette situation a duré déjà jusqu'à la première revision des accords d'Évian. La première revision des accords d'Évian est intervenue en 1965 et ça a commencé un peu à s'améliorer. Ça s'est surtout amélioré à partir de 1971, à partir de la nationalisation. C'est à ce moment-là que l'État algérien a réellement commencé à contrôler directement le pétrole. ومن سنة 64 يعني من سنة دخولك للسوناطراك حتى سنة 71 حتى لا ناسيوناليزاسيون ما هو الدور تاع شركة سوناطراك؟ En quoi consistait le rôle de Sonatrach? Si vous voulez, on va revenir quand même un petit peu en arrière, à l'indépendance, les accords d'Évian qui ont scellé donc l'indépendance algérienne contenaient un volet qu'on appelait le volet hydrocarbures. Comment le pétrole et le gaz algérien seraient traités dans l'Algérie indépendante. On a créé, dans le cadre de ces accords d'Évian, ce qu'ils ont appelé l'organisme saharien. L'organisme saharien, c'était un organisme paritaire, dans lequel le gouvernement français et le gouvernement algérien étaient représentés à parts égales, et donc 50% chacun, et c'était cet organisme qui était installé à Alger, qui se chargeait de superviser, de suivre l'exploitation pétrolière au Sahara par les compagnies pétrolières. Et donc cet organisme, c'est à lui que les compagnies rendaient compte. Voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous comptons faire, etc. Les informations qu'elle donnait étaient plutôt des informations parcellaires. Et l'organisme saharien, lui, communiquait à l'administration algérienne, après avoir étudié tout cela, donc les conclusions de son étude. Et c'est sur la base donc des déclarations faites par l'organisme saharien que l'État algérien se chargeait tout simplement de percevoir l'impôt. Or, au sein de cet organisme saharien, comme je disais, étant à parts égales, c'est-à-dire qu'au conseil d'administration, il y avait autant de membres algériens que de membres français. Les Français ayant évidemment beaucoup plus d'expérience que n'en avaient les Algériens. Ils n'avaient aucune expérience dans le domaine pétrolier. Donc, c'est pratiquement les Français qui dictaient ce que devait faire ensuite l'État algérien. D'accord. Et donc, quand la Sonatrach a été créée, alors, et même à la création, quand on a démarré la Sonatrach, nous avions quelques bureaux au niveau dans un immeuble, et nous étions une quinzaine de personnes qui étions là, qui travaillions. Sur les 15, il y avait 5 ou 6 ingénieurs, quelques secrétaires, 1 ou 2 chauffeurs. Et voilà, c'était ça, la Sonatrach. وكانت l'activité تاع Sonatrach في Alger, في العاصمة يعني ما كانش عندكم حضور في الجنوب. Absolument rien. Il a fallu attendre 1965. Alors 1965, il y a eu la première révision des accords d'Évian, enfin du volet pétrolier des accords d'Évian. Et qui ont fait un accord qui a été signé, on appelle l'accord d'Alger, qui a été signé le 29 juillet 1965, donc à peine un mois et demi après le coup d'État de Boumedienne. Et cet accord a instauré, d'abord il a mis fin à l'organisme saharien, il n'y avait plus d'organisme saharien, mais il a créé une sorte d'association entre une compagnie nationale française et une compagnie nationale algérienne.
Donc, du côté français, c'était Elf Arab, qui a été racheté des années plus tard par Total, qui aujourd'hui fait partie du groupe Total. Et du côté algérien, il y avait la Sonatrach. Et ça, c'est intervenu en 65. Comme je disais tout à l'heure, la Sonatrach a été créée le 31 décembre 1963. Donc le 29 juillet 65, vous imaginez bien qu'un an et demi après, la Sonatrach en était encore à ses tout premiers balbutiements. L'industrie elle-même, parce que jusque-là, c'était du papier, c'était des études, c'était des rapports que l'on recevait, etc. Et c'est tout. Mais là, il a fallu affronter les travaux pétroliers. Les travaux pétroliers, الأعمال البترولية مثلا تنقيب وش من العام يعني بدات السوناطراك يكون عندها 65 بدات كانت عندها دي باز تاع تنقيب في الجنوب. Alors ce que l'on a fait, comme je dis, sur le plan de l'exploitation, il n'y avait que des compagnies françaises. Et quand la Sonatrach a été créée, et le but que recherchait le gouvernement algérien, c'était quand même de diversifier, d'amener d'autres compagnies étrangères, d'autres nationalités à s'installer et à travailler en Algérie de manière à ne pas dépendre uniquement de compagnies françaises. Puisque, et on l'a vu par la suite, chaque fois qu'il y avait un litige entre la Sonatrach et une compagnie, ce litige qui était entre deux sociétés était automatiquement transféré au niveau des États, ça devenait une crise entre deux pays et ça débouchait systématiquement sur toutes sortes de problèmes entre l'Algérie et la France. Alors, pour éviter ce genre de choses, il fallait donc avoir plusieurs partenaires américains ou anglo-saxons ou tout ce que l'on veut. هذه المرحلة هذه تكتب عليها في الكتاب تاعك تقول كانت Sonatrach était un troupeau sans berger. Qu'avec Jamal Al-Khdari et vous-même, vous avez essayé d'entamer un chantier d'organisation de la Sonatrach. Non, ça c'était dans un autre passage, ça concerne autre chose, ce passage dont vous parlez. C'était un moment où on cumulait deux postes de PDG de la Sonatrach et le poste de ministre. Et donc, évidemment, les accords venaient d'être signés, les accords du 29 juillet 65, et il fallait à ce moment-là commencer à constituer la Sonatrach puisque l'on devait intervenir sur le terrain. Donc il fallait commencer à acquérir les moyens, les hommes, etc. pour faire le... Mais ceci est intervenu à un moment où le PDG de la Sonatrach, donc Bled Abdeslam, s'éloignait de plus en plus de la société puisqu'il était devenu ministre en même temps. Donc il s'occupait également de son département ministériel. C'est pour ça que je dis dans mon livre que nous étions un troupeau sans berger, tout simplement parce que notre PDG était de moins en moins présent. Le nouveau PDG n'ayant pas été nommé, et ça a duré quand même 7-8 mois. Voilà, avant que Sidi Ahmed Ghazali ne soit nommé à sa place, pendant 8 ou 9 mois, il n'y avait personne pour diriger la société. Il y avait Jamal Al-Khdari qui était le directeur général adjoint. Bon, avec lui, on a commencé un peu à constituer la société, mais pas uniquement moi, hein, il ne s'agit pas que de moi. Oui, oui. تقول بعد ترسيم سيد أحمد غزالي كمدير عام شركة سوناتراك، سيد بلعيد عبد السلام اللي هو كان وزير الطاقة والمناجم في هذاك الوقت، كان هو الرجل الفعلي في سوناتراك، يعني c'est lui qui gérait en catimini les affaires du pétrole en Algérie. En catimini, non, il gérait même officiellement. Bled Abdeslam a été de tout temps, déjà, même avant même que la Sonatrach ne soit créée et avant qu'il ne soit nommé PDG de la Sonatrach, il a été conseiller de Ben Bella, qui était donc président à ce moment-là, pour les affaires pétrolières. Et Ben Bella lui avait délivré un ordre de mission permanent pour s'occuper de toutes les questions pétrolières. Ce qui fait que, il faut pas oublier que Bled Abdeslam a été membre de l'exécutif provisoire, c'est-à-dire le conseil de la Révolution. Non, l'exécutif provisoire, c'est une sorte de gouvernement provisoire qui a été créé après les accords d'Évian. Au lendemain de la signature des accords d'Évian, de la révision des accords d'Évian. Non, les accords d'Évian du 18 mai 1962, avant l'indépendance. Et entre le 18 mars et le 5 juillet 62, quand l'indépendance a été déclarée, pendant 4 mois, il y avait un organisme qui gérait, qui gouvernait l'Algérie. Auparavant, il y avait un gouverneur de l'Algérie. Le gouverneur de l'Algérie, qui était désigné par l'État français, qui était le représentant de l'État, c'est lui qui...
on a supprimé, le gouvernement français a donc retiré ce gouverneur, et en accord avec les Algériens, dans le cadre des accords d'Évian, on a créé donc ce que l'on a appelé un exécutif provisoire, c'est-à-dire une sorte de gouvernement, si l'on veut, provisoire, qui a gouverné l'Algérie pendant quelques mois. Et au sein de ce gouvernement, il y avait des représentants de l'État français et du GPRA. Et des représentants du GPRA. Et Bled Abdeslam était responsable de la partie économique, si l'on veut, au sein de cet exécutif provisoire. Donc, Bled Abdeslam était déjà, or l'économie à ce moment-là, c'était déjà essentiellement les pétroles. C'était ça la ressource principale de l'Algérie. Donc, fatalement, il a commencé à se mêler. À se mettre dans le bain. في حرب لا غير دي سيجور حرب 6 ايام في 67 انتم كاطارات ساميه في شركه سوناتراك هذاك الوقت كيفاش عشتوها هذيك الحرب داخل الشركه هل يعني كانت يعني تجاذبات ما بين الطرف الجزائري والطرف الغربي يعني est-ce qu'il y avait des conflits entre la partie algérienne qui était la Sonatrach et les sociétés occidentales notamment françaises qui soutenaient l'autre parce qu'en 65 l'Algérie était engagée en guerre aux côtés de l'Égypte. Il y a eu essentiellement un événement important qui s'est passé à ce moment-là. Les gisements sahariens les plus importants en Algérie, les gisements de pétrole les plus importants en Algérie, c'est d'abord Hassim Saoud, et ensuite il y a les gisements de la région d'In Amenas. In Amenas étant au sud-est, donc vers la frontière, vers la frontière avec la Libye. Et le champ le plus important, le champ pétrolier de la région, s'appelle Zarzaïtine. Zarzaïtine était exploité par une compagnie française, la Krebs, comme on l'appelait. Avec la guerre de juin 67, il y a eu une crise pétrolière systématiquement, puisque le canal de Suez a été fermé à la maritime. Il y a eu des bateaux qui ont été coulés dans le canal de Suez. Est-ce que ce sont les Israéliens qui les ont bombardés? On dit que ce seraient les Égyptiens eux-mêmes qui auraient coulé leurs propres bateaux. Toujours est-il que ces bateaux ayant coulé dans le canal de Suez, la circulation maritime était devenue impossible. Et par conséquent, le pétrole qui arrive du Golfe, qui contournait la péninsule arabique, qui remontait le long de la mer Rouge pour passer le canal de Suez et arriver donc en Méditerranée et vers l'Europe, vers les pays consommateurs, les navires ne pouvaient plus passer de ce côté-là. Ils étaient donc obligés depuis le Golfe de contourner l'Afrique par le sud, par le cap de Bonne-Espérance et remonter. Donc ça faisait d'abord des délais très longs, des prix très chers du pétrole. Donc, d'où la crise pétrolière. Évidemment, la France, en tant que pays consommateur, a souffert, si l'on veut, de ce manque de pétrole et a demandé à ces compagnies pétrolières installées un peu partout à travers le monde, toutes celles qui avaient la possibilité de produire plus, de le faire. C'est ce qui a été fait par cette société, la Krebs. Or, ce gisement de Zarzaïtine qui exploitait la Krebs est un gisement très particulier. Et si on l'exploite au-delà d'une certaine limite, on aboutit à ce que l'on appelle un piégeage. Il y a des quantités de pétrole qui sont piégées au fond et qui ne peuvent plus sortir, que l'on ne peut plus exploiter. Ou alors il faut dépenser des sommes faramineuses pour sortir des petites quantités. Que le prix à l'époque ne permettait pas. Comme la compagnie n'osait pas, puisque les compagnies étaient obligées de déclarer leur production, même journalière, c'est journalement, au gouvernement algérien, voilà ce que nous avons produit hier, etc. Elles ont minoré les quantités, c'est-à-dire elles ont déclaré beaucoup moins que ce qu'elles n'ont produit en réalité. Et c'est seulement à la fin de l'année, quand il faut faire un bilan annuel, que l'État algérien, que le gouvernement algérien, donc le ministère de l'Énergie et des Mines, s'est rendu compte de cette supercherie. Et vous dites à cette date-là que Boumedienne envoyait des commissaires au sein des compagnies étrangères dans le sud algérien pour préserver les intérêts du pays, suivi de la nationalisation du réseau de distribution, tout cela à l'insu du groupe de Oujda. Pourquoi, M. Mandel? Alors, attendez, je n'ai pas terminé l'explication juste sur cette partie-là, et par conséquent, vous me demandiez, est-ce qu'il y a eu des frictions. Ben, c'était une friction importante qui est arrivée à cette occasion-là. Bon, alors ensuite, en ce qui concerne votre question suivante,
Pourquoi à l'insu du groupe d'Oujda? Parce que au sein du régime algérien, de tout temps, depuis 1962 à ce jour, il y a eu des luttes à l'intérieur du pouvoir. Oui. Ce qu'on appelle les luttes de clans. Voilà, des luttes de clans. Et dans l'équipe de Boumedienne, ceux qui détenaient le pouvoir, c'est ce que l'on appelle le groupe d'Oujda. Dans le groupe d'Oujda, il y avait Boumedienne qui était le patron de ce groupe. Du groupe, oui. Le numéro 2, c'était Qasdi Merbah, le patron de la sécurité militaire. Celui que l'on pouvait considérer plus ou moins comme numéro 3, c'était Abdelaziz Bouteflika. Il y avait Sherif Belkacem, il y avait le Qaïd Ahmed. Enfin, j'étais un petit groupe de 5 ou 6 personnes. Et c'était ceux-là qui dirigeaient l'Algérie. Tous les autres étaient en dehors de ce circuit. Alors, Beled Abdeslam, en tant que ministre de l'énergie, détenait un portefeuille important, tout en n'étant pas, lui, membre, par contre, de ce groupe de Oujda. Oui. Donc, et Boumedienne, qui, pour des raisons qui lui sont propres, je ne sais pas trop lesquelles, enfin, je devine un peu, mais je ne peux pas en être certain, ne voulait pas associer ceux avec lesquels il était arrivé au pouvoir, ceux qu'il avait soutenu pour arriver au pouvoir, donc son groupe d'Oujda. Donc, il s'est appuyé surtout sur son ministre de l'énergie, donc Beled Abdeslam, et a essayé d'ignorer ses compagnons. Et à cette époque, M. Martin, vous étiez à la compagnie, à la Sonatrach. كانت هناك رشوة, كانت هناك سرقة, كان هناك... Vous sentiez qu'il y avait des détournements de l'argent? Pratiquement pas. Pratiquement pas. D'abord parce que le régime était intraitable là-dessus. Il y a eu un cas, il y a quelqu'un qui a été exécuté, hein, parce que c'était la condamnation à mort à ce moment-là. D'accord. Et avec Boumedienne, non. C'était les crimes économiques qui étaient punis par la condamnation à mort. Et il y avait au sein de la Sonatrach? Non, pas au sein de la Sonatrach, ça concernait un autre secteur, mais il y a eu une condamnation à mort et qui a fait parler beaucoup de gens. Des détournements, il y a dû y en avoir, mais ils étaient minimes. La chose la plus importante, c'était l'intervention de M. Zeggar. Bon, mais ça, c'est une autre affaire dont on parlera peut-être plus tard. Ça, oui, ça c'était connu et c'était soutenu et approuvé par le régime, par Boumedienne lui-même. في هذا الوقت كان بلادي عبد السلام وزير طاقة. في الكتاب تاعك تقول بلي ان vous dites que عبد السلام pensait qu'il y avait une cinquième colonne au sein du gouvernement de l'époque. Et هاد لا cinquième colonne دي كانت دافع على لي زانتيري تاع فرنسا. وهاد لا cinquième colonne كان بوتفليقة وعبد الله خوجة هما اللي كانوا يمثلوها. Est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement là-dessus? Ça, c'est ce que pense Beled Abdeslam de ces deux personnes. Et ce que l'on a constaté, en tout cas, c'est que au fur et à mesure, les relations avec la France étaient toujours parasitées par quelque chose. D'accord. Et qui était la personne qui était en relation directe avec l'État français? C'était bien entendu le ministre des Affaires étrangères. C'est par lui que passaient tous les dossiers, tout ce qui concernait les relations algéro-françaises. Et on sentait nettement que, alors que certaines décisions étaient prises à Alger, au moment de l'application, on sentait qu'il y avait un problème. Il y avait un problème. Et ce problème, bon, Abdeslam l'impute à Bouteflika. Il dit que Bouteflika agissait contrairement aux intérêts du pays et contrairement aux instructions qu'il recevait pour dans son intérêt personnel, parce qu'il voulait le soutien de l'État français. طبيعة عبد العزيز بوتفليقة كمدافع لمصالح فرنسا ومصالحه الشخصية بدأت في السبعينات. يعني ماشي حاجة جديدة. خاطر نشوفوا يعني في آخر الحصة يعني الرشوة comme phénomène de société depuis surtout 99 من 99 2000 اليوم. Là, c'est quand c'est autre chose. En 68, une loi sur le monopole des importations est promulguée. L'impact de cette loi? Comment? En 68, il y a une loi sur le monopole des importations. Oui, d'accord. Est-ce qu'elle a eu un impact positif ou négatif sur le développement de la Sonatrach? Plutôt négatif. Pourquoi? Plutôt négatif. Parce que cette loi fait qu'il y avait un certain nombre de sociétés nationales qui avaient été créées, essentiellement par le ministre de l'Industrie, parce que l'énorme majorité dépendait de l'industrie. Il leur avait accordé le monopole de l'importation de
tout ce qui concernait leur secteur. Et par conséquent, la société, par exemple, la Sonacom, c'est la Société nationale des constructions mécaniques, comme son nom l'indique, c'est pour ça que c'était Sonacom. Donc tout ce qui est mécanique transitait par cette société. Et par conséquent, quand vous exploitiez, par exemple, nous exploitions des gisements pétroliers, nous avons des installations pétrolières, on a besoin d'acheter une pompe, on a besoin d'acheter des pièces de rechange pour une pompe, pour un compresseur. Vous étiez obligé de passer par la Sonacom. Et c'est la Sonacom qui commandait pour nous. On n'avait pas le droit de dire la pompe que nous avons est de telle marque. 48 heures. Oh non, ça n'en était même pas question. Ouais. Non, nous avons des pompes de telle marque et par conséquent, il nous faut des pièces de rechange de cette marque-là. Ils disaient non, nous allons lancer un appel d'offres et nous allons demander les meilleurs prix, les meilleures conditions, et ce sont les meilleures conditions que l'on va choisir. Alors, si ça vous convient, ça va, si ça ne vous convient pas... On achète la pompe, même si ça ne vous convient pas. Alors, donc, non seulement il fallait transiter par eux, et tout cela devait se faire par écrit, bien sûr, il y a toute une bureaucratie derrière, oui. Donc, ça faisait des délais très longs, alors ne parlons pas ensuite des délais de paiement, parce qu'il fallait transiter par la Banque centrale pour transférer, pour les payer devises au fournisseur le coût des pièces que l'on avait achetées chez lui. Et évidemment, ça créait de très grosses perturbations au niveau de la Sonatrach. Et vous imaginez que un pipeline par lequel le pétrole est expédié et qui fonctionne avec des pompes, si ces pompes tombent en panne et si on ne reçoit pas, vous allez produire tout ce que vous voudrez derrière, vous ne pouvez pas évacuer. Donc votre pétrole, vous ne le vendez pas, il est resté. Mais حتى في هذيك المرحلة تحت رئاسة بومدين في سوناتراك ولا في السياسة الاقتصادية l'économie la politique économique on naviguait à vue يعني كيفاش نقدروا نوضعوا شركة بترولية تحت وصاية شركة ميكانيكية. C'était comme ça, il n'y avait pas que ça. Et on pouvait dire non, on pouvait critiquer. Non, on essayait de rouspéter, il a fallu des années avant que les gouvernants ne comprennent ce problème et veuillent bien nous accorder ce que l'on appelait à ce moment-là une sorte de forfait. Oui. Voilà, nous avions auprès de la Sonacom, nous avions un crédit de X millions de dinars pour commander donc et la Sonacom pouvait nous donner un visa, ce que l'on appelait un visa d'importation. Donc c'était une sorte de délégation. Ils nous déléguaient leur pouvoir, nous leur disions voilà, nous voulons acheter cela. Alors s'ils étaient d'accord, ils vous donnaient un visa, ça veut dire ok, vous pouvez y aller. Et donc on pouvait commander directement nous auprès de... Ça vous pénalisait quand même dans l'exploitation. Même ça pénalisait bien entendu. À partir du moment où vous devez passer par quelqu'un, c'est pénalisant. C'est pénalisant parce que ce quelqu'un, c'est pas juste il regarde comme ça et il vous donne un visa. Il va étudier ça, il va garder ça chez lui 24 heures ou 48 heures, voire 15 jours avant qu'il ne vous réponde. Oui. في هذه المرحلة في الكتاب تاعك تقول كذلك أن الجزائر كانت عندها مشاكل في تصدير الغاز تاعها. La commercialisation du gaz algérien posait problème. Et وكان il fallait créer des lobbies خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية يعني لوبيات باش نقدروا نصدروا الغاز تاعنا وسيتي دو نون تقول عبد القادر شندرلي وشريف قلال ont eu un rôle à jouer dans ça. Non, il y avait d'autres personnes. Enfin, je vais y venir. L'histoire du gaz est une très longue histoire. Au moment donc de la révision des accords, donc en 1965, la révision des accords d'Évian dont j'ai parlé tout à l'heure, il avait été admis par l'État français que le gaz était déjà propriété de l'Algérie indirectement. Les sociétés le produisaient, mais il leur avait été fait obligation de vendre le gaz uniquement à la Sonatrach. Une compagnie française qui exploitait du gaz ne pouvait pas le vendre à l'étranger. C'était d'autant plus facile pour eux de faire une telle concession parce que le gaz était une énergie pratiquement inconnue, qui en était à ses premiers balbutiements et très peu d'industrie en France ou dans le monde, ou même de ménages utilisaient du gaz à ce moment-là. Par conséquent, pour eux, c'était même un peu se débarrasser d'un fardeau. Bon, l'Algérie veut à ce moment-là exploiter ce gaz et vendre ce gaz. Au sein de la Sonatrach, nous avions une direction du gaz et les gens de cette direction, avec les gens de la direction commerciale, se sont mis à chercher des clients à qui vendre ce gaz. Donc, ils ont fait le tour de l'Europe et ils sont partis
Ils sont passés partout. Ils sont allés en Belgique, ils sont allés en Espagne, ils sont allés en Italie, en Autriche, en Allemagne, en Suède, tous les pays européens. Aucun ne voulait acheter du gaz algérien. Alors c'était toujours des réponses, vous êtes trop cher, vous êtes ceci, vous êtes cela. Vous êtes trop loin. Alors que on savait qu'ils achetaient du gaz chez les Russes, on connaissait quand même les prix auxquels se vendait ce gaz. Le gaz et russe, oui. on savait qu'il fallait absolument s'aligner sur ces prix-là. Et donc Pour nous pouvoir étions vendre. alignés sur ces prix-là. Mais néanmoins, on ne nous achetait pas le gaz. Et pourquoi? On sentait qu'il y avait quelque chose derrière, mais on n'arrivait pas à mettre la main dessus. Jusqu'au jour où un haut responsable, un ministre espagnol, nous l'a dit, nous avons reçu des instructions de notre gouvernement qui, à la demande du gouvernement français, nous dit de ne pas acheter du gaz aux Algériens. Donc c'était une interdiction qui avait été formulée par l'État français lui-même. يعني الحكومة الفرنسية أعطت أوامر للحكومات الأوروبية خاصة إسبانيا بعدم بعدم شراء الغاز الجزائري. Exactement. وهذا من أجل تفقير الحكومة، c'est pour appauvrir le gouvernement algérien. Bien sûr, c'était une des mesures de coercition qu'ils voulaient prendre. Ils voulaient nous obliger, en somme, ce qu'ils nous avaient concédé d'un côté, d'une main, ils voulaient le reprendre d'une autre main. Officiellement, voilà, on vous donne le gaz, faites-en ce que vous voulez, mais à partir du moment où il fallait le vendre, non. On ne vous laissera pas le vendre. Absolument. Mais par contre, ce que nous a dit cette personnalité espagnole, et ce que l'on a compris, c'est que si par contre nous passions par exemple par Gaz de France pouvait vendre le gaz algérien. Et à ce moment-là, bon, et agir comme intermédiaire. Agir comme intermédiaire. Et évidemment, ce n'est pas 100% du prix dont aurait bénéficié l'Algérie, mais d'un pourcentage. Un pourcentage simplement. Négocié. Donc, et c'est là qu'est venue l'idée de créer un lobby du gaz algérien aux États-Unis. Alors, à ce moment-là, n'ayant pas réussi à vendre du gaz en Europe, on s'est retourné vers l'autre gros consommateur que sont les États-Unis. Et avec les États-Unis, c'est un peu les séquelles de la guerre des 6 jours, de 67, qui ont fait que des sociétés américaines, quelques-unes qui exploitaient, donc, qui étaient présentes en Algérie, dont une, El Paso Natural Gas, qui avait donc une exploitation, qui avait 2 gisements de gaz en Algérie. C'est une société gazière. El Paso, c'était à l'époque la plus grande compagnie de gaz au monde, c'était la plus grande aux États-Unis. Et elle avait des champs de gaz en Algérie, mais qu'elle n'arrivait pas à exploiter parce qu'ils sont très loin de la côte. Il aurait fallu tirer des gazoducs jusqu'à la côte. Il fallait liquéfier ce gaz, le transporter aux États-Unis. Donc c'était de gros investissements. Avec la guerre de juin 67, la position de l'Algérie faisait que était carrément, nous étions ennemis, si l'on veut, avec les États-Unis. Oui. Donc, ils n'ont pas voulu s'engager là-dedans. Nous, on les a approchés, on leur a dit, voilà, nous allons vous racheter, si vous voulez, vos intérêts, les champs de gaz que vous possédez en Algérie, on vous les rachète, nous, Sonatrach, à condition qu'on fasse une opération ensemble de vente de gaz aux États-Unis. Et ça a marché. Ils ont accepté. Ils ont accepté. Alors donc on a repris leur pourcentage et on a passé des contrats avec la société El Paso. Nous avons passé un très gros contrat, ça a commencé à 10 milliards pour passer à 20 milliards de mètres cubes par an pendant 25 ans. C'était un contrat énorme que l'on avait passé avec le... C'était une grosse bouffée d'oxygène pour les finances publiques. Quand même. Et donc ça faisait très grosse somme d'argent qui était Et là, vous citez 2 noms. Vous citez Abdelkader Chenderli et Cherif Guellel qui auraient joué un rôle dans... Non, pas dans cette affaire. Pourquoi il y a eu la création de ce lobby? C'est parce que quand il fallait donc... Parce qu'il fallait que ce contrat soit approuvé. Les Américains, quel que soit dans ce domaine-là, dans le domaine de l'énergie, le gouvernement américain fait extrêmement attention et suit avec une très grande attention ces affaires-là. Donc voilà une compagnie américaine qui va acheter du gaz en Algérie. Alors est-ce que ces Algériens, est-ce qu'on peut leur faire confiance d'abord politiquement? Est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce qu'ils sont fiables économiquement? Est-ce qu'ils ont les moyens de produire ce gaz? Est-ce qu'ils disposent de ce gaz, de ces quantités de gaz? Est-ce que, etc. Et toute une série de questions qu'il se pose avant d'approuver ce contrat. Et il y avait un organisme spécial qu'ils appelaient la Federal Power Commission, la Commission fédérale de l'énergie, qui devait approuver ce contrat. Et il fallait aller devant cette Commission fédérale de l'énergie, c'était un véritable tribunal devant lequel vous, en tant que patron d'une société, il fallait défendre notre dossier devant le... Alors,
on pouvait avoir, ils avaient des avocats qui venaient, qui vous posaient des questions. Il y a un véritable tribunal. Prouvez-nous que vous avez... prouvez-nous que vous avez les réserves. Donc il fallait fournir des études. Prouvez-nous que vous avez les moyens financiers. Donc il fallait fournir des budgets. Il fallait prouver, il fallait obtenir des prêts auprès de banques mondiales, et quand je dis mondiale, je veux dire internationale, pas la Banque mondiale. Il fallait essentiellement auprès de banques américaines, donc il fallait obtenir l'accord des compagnies américaines et dire voilà, pour financer le projet. Le projet de financement avec telle banque américaine qui est disposée à nous avancer tant de milliards de dollars ou je ne sais pas quoi. Et vous l'avez obtenu? On l'a obtenu, l'accord. C'était en quelle année exactement? Ça, c'était en 1968 ou 69 par là. Et mais à partir du moment où nous avons commencé à pénétrer le marché américain, bien que c'était encore que sur le papier, les Français ont essayé d'agir de leur côté. Vous avez échappé à notre interdiction en Europe, nous allons vous mettre des barrières aux États-Unis. Et on a eu des oppositions aux États-Unis provoquées par l'État français, y compris par le président de la République française, Georges Pompidou lui-même, et c'est dans les journaux français. Et ils ont fait quoi juste auprès des Américains? Il a intervenu auprès de Nixon en lui disant n'achetez pas du gaz algérien. N'achetez pas du gaz algérien. Et c'était quoi leur argument? Parce que ces arguments, c'est des arguments politiques. Quels étaient exactement leurs arguments, j'en sais rien, mais l'Algérie était considérée un peu comme faisant partie de ce que l'on appelle le précaré français, ou je ne sais trop quoi. C'est un peu nos intérêts, vous touchez plus ou moins nos intérêts. Enfin, je ne sais pas, c'est un peu dans ce style-là que les choses se passent. Et donc, il fallait par conséquent avoir non seulement des avocats officiellement qui peuvent défendre notre cause, mais il fallait avoir des gens qui portent la bonne parole. Il fallait avoir des gens qui vous défendent au sein de l'administration américaine. Et ces gens-là, c'était des sénateurs, des je ne sais trop quoi. Si vous arrivez à avoir, comme il existe un lobby israélien aujourd'hui, ou un lobby arabe, ou j'en sais rien. Et il y avait des Algériens qui travaillaient sur place? Alors, là, je citais Abdelkader Chandarli. Abdelkader Chandarli, lui, c'était encore pendant la Révolution. Il a été le représentant du FLN là-bas à New York. Aux États-Unis. Avec le Yazid. Bon, et ils avaient déjà créé des premiers liens. Abdelkader Chandarli était l'ami de John Fitzgerald Kennedy, donc du président des États-Unis. C'était son ami. Kennedy. Ou Cherif Gellal. Alors ensuite, Cherif Gellal, lui, il a été le premier ambassadeur d'Algérie à Washington. Après l'indépendance, il a été nommé en 1963. Qui était vraiment très intelligent et qui a su mener sa barque, si l'on veut, en ce sens que il a agi à l'américaine. Il a pris un peu comme on fait aujourd'hui les boîtes de pub, les Seguela et autres, qui présentent la candidature de X ou Y, ou qui défend tel ou tel homme politique. Avec un projet avec un plan de communication et tout. Donc, il a pris comme communicatrice, c'était une femme, qui était le patron c'était marié avec le patron du Morning Star, ou je ne sais trop quoi, enfin un grand journal américain, et qui était en même temps patron d'une grande chaîne de télévision américaine, et en même temps, elle avait, cette bonne femme, elle avait l'avantage d'être la fille d'un certain William, qui est par sa mère, qui était un des fondateurs des États-Unis d'Amérique, et par son père. Son père a été un de ceux qui ont transformé ce que l'on appelait la NSA en CIA. Enfin, il a participé à la création de la CIA. Donc c'était une dame qui était bien introduite. Qui était bien introduite et qui a fait la publicité du gaz algérien en sein de l'administration. Non, de Cherif Gellal. C'est une amie de Cherif Gellal, et qui réussissait donc par elle, il a réussi à faire passer tout un tas d'intérêts algériens. De l'autre côté, alors Abdelkader Chandarli, c'est fini. Mais à côté de cela, à côté de Cherif Gellal, alors Cherif Gellal a été nommé, après avoir été ambassadeur là-bas, au lendemain de la guerre de juin 67, les relations diplomatiques ont été rompues avec les États-Unis. Bouteflika, qui était ministre des Affaires étrangères, par jalousie, tout simplement. Voilà, vous dites que Bouteflika était jaloux, oui.
par rapport à ce bonhomme, parce qu'il réussissait beaucoup. Bon, il faut dire aussi qu'il était un beau gosse, il avait beaucoup d'amis à droite et à gauche, il était jaloux non seulement sur le plan professionnel, mais sur le plan personnel. Sur le plan personnel. Oui. Et donc, il a mis fin à son contrat, il ne voulait plus de lui comme ambassadeur, il l'a même éjecté du ministère des Affaires étrangères. Abdeslam l'a pris au ministère de l'Industrie et en a fait le représentant de la Sonatrach aux États-Unis. Compte tenu des réseaux qu'il avait réussi à constituer, oui. Donc il était un bon représentant de la Sonatrach. De l'autre côté, il y avait M. Adzgar. Oui. Alors, M. Adzgar, c'était donc un ami de Boumedienne et leur amitié est remontée à très loin dans le passé. Oui, parce que voilà, Boussov voulait assassiner Boumedienne et Zgar l'a caché. Bon, il lui a sauvé la vie et par conséquent. Et c'est de là qu'ils sont devenus de très bons amis. Très bons amis, et Boumedienne avait un seul ami. Il a eu un seul ami dans sa vie, c'était celui-là, c'était M. Adzgar. Voilà. Alors M. Adzgar, c'était un grand homme d'affaires qui avait d'abord réussi à titre personnel. Il avait créé des usines diverses qui lui appartenaient. Il fabriquait des armes au Maroc qu'il fournissait pour la Révolution, la libération nationale, et d'autres industries qu'il avait créées. Et Boumedienne l'a utilisé en tant que son représentant personnel et évidemment pour créer des liens avec l'establishment américain. Oui. Donc, les Américains, ce qui les intéresse, c'est surtout le côté économique. Donc, il a tissé des liens avec les grandes boîtes américaines et il s'est arrangé pour les faire amener petit à petit en Algérie, à venir travailler. Évidemment, ils étaient intéressés parce qu'il y avait de l'argent à gagner, d'une part. Lui en a gagné également, puisqu'il prenait des commissions au passage. Je dis c'est le seul cas qui est connu, et ça c'était admis officiellement par Boumedienne. Il faut dire que l'argent que gagnait Zgar, c'était une caisse noire pour Boumedienne. Pas pour lui personnellement, mais qu'il utilisait dans ses affaires. Même pas pour ses affaires personnelles, hein, pour financer le Polisario, oui, pour financer les Black Panthers américains, oui, etc. Mais pour des choses. Mais pas pour s'enrichir personnellement. Pas pour s'enrichir personnellement. Donc voilà. Et M. Adzgar, lui, et puis il faut dire que c'était un beau parleur, quelqu'un qui savait aux États-Unis, que je cite d'ailleurs dans mon livre, ils sont très nombreux, et voilà, donc c'était ça, et c'est par ces deux hommes-là est-ce qu'il y avait, parce que تقول أن مسعود زقار هو الشخص الوحيد اللي كانت عنده صداقة حقيقية مع بومدين، مع رئيس بومدين. وفي هذيك الفترة نعرفوا أن بوتفليقة كان مقرب من بومدين، كان وزير الخارجية. Est-ce qu'il n'y avait pas des frictions ou un sentiment de concurrence entre Zgar ou Bouteflika, la شخصية Boumediene? Est-ce qu'il n'y avait pas une concurrence entre eux? Si. Bouteflika a de tout temps considéré qu'il était lui l'héritier naturel de Boumediene. On l'a constaté, d'après la mort de Boumediene, il considérait que le poste de président lui revenait automatiquement. De droit. De droit. Pour lui, c'était comme ça. Donc, M. Zgar a ni le sentiment envers Bouteflika? Je ne sais pas, je ne les ai pas fréquentés les deux. Mais en termes يعني في الصداقة يعني بوتفليقة عمره ما الحق يكون عنده الصداقة اللي كانت عند الصداقة اللي كانت بين مسعود زقار وبومدين. Jamais, ça jamais. C'était le seul ami. Il n'a jamais réussi à atteindre ce degré d'amitié. Jamais. تقول في رانا في سنة 70 كانت هنا c'était le moment de renégociation avec la France. وتقول باللي pour préparer les négociations avec la France, Bouteflika voulait des négociations globales, alors que Blaid Abdeslam voulait défendre exclusivement le volet des hydrocarbures. Pourquoi il y a cette différence de vue? Avec le temps a donné raison à Bouteflika. Est-ce que c'était un désaveu de Boumediene envers Blaid Abdeslam? Non, le temps a donné raison à Abdeslam, pas à Bouteflika. Non, mais Boumediene il a plus suivi le... Non, il a suivi Boumediene. Il a suivi Abdeslam. Les accords de juillet 65, quand ils ont été signés, ils prévoyaient qu'au bout de 4 ans, ils seraient révisés sur le plan financier, que le volet financier de ces accords rediscuté. sera rediscuté.
que l'ensemble des accords, c'est-à-dire le reste de ce qui n'était pas financier, serait rediscuté au bout de 5 ans. Donc, ça faisait 69 pour le volet financier et 70 pour la totalité. Alors, entre 65 et 69, la situation pétrolière mondiale a évolué. Et il y a eu énormément de choses qui sont arrivées. Et l'OPEP, c'est à ce moment-là qu'elle s'est affirmée comme l'organisation de défense des pays producteurs. Et, entre autres, Kadhafi a joué un très grand rôle là-dedans dans cette affaire, dans l'OPEP. Bon. Alors, arrivent les négociations, alors que partout, les prix du pétrole étaient en train d'augmenter. On se met à la table des négociations avec les Français, on demande à ce que les prix du pétrole soient revisés, et les Français disent non. Et ça a duré 6 ou 7 mois, comme ça, 6 ou 7 mois de négociations inutiles qui n'ont débouché sur rien. Alors, au bout de 6 ou 7 mois, les négociations ont démarré quelque part vers avril 69. Hein. À la fin de l'année 69, il n'y avait toujours rien, et on était arrivé pratiquement au point de rupture. Georges Pompidou, président de la République française, à ce moment-là, propose à Boumedienne, disant, plutôt que d'éclater les deux choses, on va faire une seule négociation, et les accords financiers, et le reste des accords va être discuté en même temps. En même temps. D'accord. Boumedienne donne son accord, et alors là, il fallait reviser tout l'accord, c'est-à-dire tout le côté technique, tout ce qui avait été attribué comme concession aux entreprises françaises, qui étaient remises en jeu. La Sonatrach avait déjà quand même 6 ou 7 ans d'existence à ce moment-là, donc elle avait commencé à avoir de l'expérience et tout. De l'expérience, etc. Donc on voulait prendre beaucoup plus de participation. Et notre demande était la suivante. Jusque-là, c'était toujours la parité exacte. C'était 50-50. 50-50%. Quand c'est 50-50, ça veut dire si nous ne sommes pas d'accord, tout est bloqué. Ou j'arrive à vous convaincre, ou vous arrivez à me convaincre, et tout va bien. Ou là, sinon c'est bloqué. Si vous me dites oui, moi je dis non, tout est bloqué. Donc, ce que nous avions demandé, c'est que nous ayons 51% d'intérêt dans tous les champs pétroliers. Ce sont des champs qui sont situés en Algérie, et nous voulions être... Boumedienne disait à son ministre des Affaires étrangères que le 51% n'était pas négociable. Donc, c'est ça la demande initiale de l'Algérie. Étant donné que c'est Bouteflika qui a été chargé au début de ces négociations, donc lui gérait ça un peu à sa façon. D'accord. Et sa façon, non, quand il rencontrait ses homologues français lui disaient « Ah oui, mais vous savez, il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi le vin algérien, et il y a aussi la main-d'œuvre algérienne, il y a toute une série de dossiers qu'il faut, et nous sommes disposés à vous accorder telle ou telle concession dans tel ou tel domaine, à condition que vous cédiez ceci ou cela dans le domaine pétrolier. » Or, nous tenions absolument à ce que le volet pétrolier, il fallait absolument prendre le contrôle au moins la majorité, au moins 51%. Alors, et pour avoir la majorité, il fallait avoir la majorité sur chacun des champs pétroliers. Et il y en avait à ce moment-là, il y en avait 52 champs pétroliers. Le fait que Raïs Boumedienne Bouteflika ait négocié avec الجزائر, il avait en lui une confiance aveugle, c'était son ministre des Affaires étrangères, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Les ministres à l'époque, effectivement, jouaient le rôle de ministre. C'était l'un des meilleurs ministres des Affaires étrangères de l'époque, à travers le monde. Hein. C'est pas, ça, il faut lui reconnaître incontestablement. Et donc, évidemment, dans une négociation, vous n'êtes pas le seul à décider. Il y a le partenaire qui est en face, qui est aussi... Oui. تقول بلي كان بوتفليقه كان يوعد الفرنسيين أن الجزائر عمرها ما تروح la nationalisation. Voilà. Et c'est pour cela que Abdeslam, entre autres, pense que Bouteflika, puisqu'il avait fait la chose en 1968, quand il y a eu les premières nationalisations d'un certain nombre d'entreprises françaises, il avait dit aux Français, c'est fini, plus jamais nous, Algériens, nous nationaliserons des intérêts français. Et visiblement, c'est un message qui était bien passé auprès de l'État français. Les Français étaient convaincus que cela n'interviendrait jamais. Et il y avait des gens qui défendaient la nationalisation. La nationalisation est intervenue un peu comme solution ultime. Parce que ces négociations, alors, après que les négociations globales
est démarré. Là aussi, ça a duré encore toute l'année 70. Et pendant toute l'année 70, vous imaginez des négociations qui ont démarré en avril 69, Oui. et à la fin de l'année 70, c'est-à-dire près de 2 années plus tard, il n'y a toujours pas de résultat. Alors qu'est-ce que vous faites? Ou c'est le statu quo, alors que partout la situation évolue. Donc en Algérie, sauf ça reste bloqué. Ou alors, il fallait faire ce qu'a fait Boumedienne, franchir le pas. Vous ne voulez pas le faire en accord avec nous, nous allons nationaliser, nous allons prendre par décision souveraine de l'État, nous allons prendre les 51%, nous allons vous indemniser, vous payer la part que l'on vous a prise, mais nous allons détenir 51%. نلحقوا التاريخ 24 فيفري 24 فيفري 71 في الكتاب تاعك تقول لي 18h30 6 تاع العشيه راك في المكتب تاعك ويدخل المكتب تاعك اطار من اطارات السونتراك ويقول لك بان بومدين خد القرار انه يأمم المحروقات الجزائريه. ما هو quelle était votre réaction? Vous n'étiez pas au courant? Bien sûr que je n'étais pas au courant. Et je crois qu'en dehors d'Abd Salam, je crois qu'il était le seul à être au courant avec Boumediene. Même pas Bouteflika? Ah non, pas du tout. Même pas. C'était au risque qu'il le répète? Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que la décision de Boumediene, c'est lui tout seul qui a pris cette décision. Et il y avait que Bled Abdeslam qui était au courant. Il a informé. Je suppose qu'un quart d'heure avant son discours, il a dû appeler Bouteflika pour lui dire. Mais bon, pour qu'il ne la prenne pas comme tout le monde par la télévision. وكيفاش كانت la réaction تاعك? La réaction تاعي, on s'y attendait. Vous étiez surpris? Non? On s'y attendait, on sentait que ça allait venir. On ne savait pas évidemment que ça allait intervenir ce jour-là, mais on le sentait. Mais la première réaction, c'est d'abord la stupéfaction, d'une part, et puis d'autre part, après vous vous dites, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que maintenant, lui, président, il a dit, c'est nationalisé, il faut mettre en application ces décisions de nationalisation, et ensuite, c'est 1 année et demie de bataille pour qu'est-ce qu'on va faire؟ يعني ماذا سوف نعمل بعد التأميم؟ ماذا سوف نعمل بعد تأميم المحروقات في 24 فيفري 71؟ سوف نرى هذا في حصة ثانية مع لقائنا مع السيد حسين مالطي في حصتكم آفاق. نشكركم والى الحصة الثانية. شكرا.